Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le bilan du Pumpkin Autumn Challenge. On va d'abord parler de tous les livres que j'ai lus, ensuite des films que j'ai vus et finalement des séries que j'ai vues. Il y aura aussi un jeu de société dont j'aimerais vous parler qui était parfait pour la saison. Dans les livres que j'ai lus, on a All the Violet Tiaras de Jean Menzies. Qui était donc un court essai, j'ai lu pas mal de ces essais cette année. C'est un court essai du coup sur les mythes grecs et comment on peut les interpréter sous un prisme queer, pourquoi est-ce qu'en soi ils sont déjà queer, etc. Donc c'était plutôt intéressant, c'était pas groundbreaking mais c'était plutôt chouette. Flemme de dire dans quelle catégorie ça rentre, hein, on se sait. Ensuite j'ai lu le livre qui m'a sorti de ma panne de lecture à peu près mi-septembre. Il s'agit de Divine Rivals de... Rebecca Ross. Il s'agit d'un roman young adult qui se passe dans une espèce d'époque un peu Première Guerre mondiale, notamment il y a une guerre avec les tranchées, etc. On va suivre un peu deux rivaux un peu académiques dans un journal. Du coup on a notre personnage principal féminin qui elle vient d'une classe assez populaire. Son frère est parti se battre à la guerre. Il s'est enrôlé volontairement et elle du coup au bout d'un moment elle tourne un peu en rond dans ce journal, même si du coup il y a son némésis qui est là et qui lui mène la vie dure. Il est là, je créerai cet article avant toi, etc. Bref, voilà, ils sont un peu en compétition pour savoir qui va rester dans le journal et il y a quand même un petit point qui va faire à un moment, genre c'est peut-être les 50-90 premières pages où elle va se dire bon écoute, moi ce qui m'intéresse c'est de savoir si mon frère il est vivant et d'écrire sur la guerre, donc si vous me permettez pas de faire ça, il va falloir qu'on discute quoi. Notre héroïne qui reçoit des lettres par son armoire. C'est un peu spécial. Elle glisse des lettres qu'elle voudrait envoyer à son frère mais elle ne peut pas. Et il y a quelqu'un qui lui répond, mais direct voilà, on sait que c'est pas son frère, mais comment ils sont liés, pourquoi ils sont liés. Voilà, ça va être un peu tout le suspense aussi et tout le sel de ce livre qui en fait a aussi une romance très mignonne. Voilà, en fait le rythme je trouvais était bien, le thème était bien, l'écriture était fluide, voilà, j'aimais beaucoup les personnages. Donc peut-être cette année un des premiers romans young adult où j'étais là genre hey, c'est cool, j'aime quand même encore quelques trucs un peu de ce style. En tout cas c'était vraiment assez singulier et voilà, sur le coup et c'est tombé au bon moment, ça m'a fait plaisir de lire ça. J'ai toujours pas lu le tome 2 alors que j'étais là, oh, mais il faut absolument que j'enchaîne. Ça fait 2 mois et demi, voilà, je n'ai pas enchaîné mais c'est pas grave, je pense que je vais essayer de le finir avant la fin de l'année. Ensuite j'ai lu une petite romance d'automne. Il s'agit de Given Our History de je ne sais plus qui déjà, Christine Anna peut-être, quelque chose comme ça, où en fait on va suivre des anciens meilleurs amis. Ça fait 10 ans qu'ils ne se parlent plus. Notre héroïne elle est en passe de peut-être devenir d'être titularisée dans son poste de prof d'histoire à la fac et on lui dit bah là il faut vraiment que tu crées un super dossier, on accueille un professeur qui va être là pour un seul semestre, est-ce que tu veux bien partager ton bureau avec lui? Et elle bah ouais, y a pas de souci. Et là son chef lui dit le nom et c'est ce fameux ancien meilleur ami avec qui évidemment il s'est passé des choses. Un des deux voulait continuer une relation, l'autre ne voulait pas, etc. Voilà, il y avait quand même des bonnes tensions romantique, hein, n'est-ce pas, dans cette relation. Et donc évidemment ils vont réapprendre à se connaître et voir s'ils ont toujours des étincelles 10 ans plus tard. Donc c'était plutôt mimes. En vrai c'était vraiment une romance où je me suis dit oh c'est chou quoi. Et il n'y avait pas trop de tropes de mauvaise communication par exemple qui arrivent très souvent dans les livres, donc et dans les romans, enfin dans les romances majoritairement, où vraiment t'es là en mode non mais juste dis-lui, juste enfin en gros il y a tellement de trucs qui pourraient être réglés s'ils communiquaient et c'est vrai que ça me saoule un peu quand ça arrive, mais là ce n'était pas le cas. En fait une fois que ils avaient un peu évacué pas mal de trucs, en fait tout a roulé dans cette romance, j'étais là ah ok cool, c'est sympathique. Vous remarquerez que je n'ai absolument pas suivi ma palle
du Pumpkin Autumn Challenge. Vraiment il y a quasiment rien de ce que j'avais dit que j'allais lire. J'ai vraiment fait au feeling, j'ai vraiment fait les trucs qui me plaisaient sur le coup, parce que ça a été un peu compliqué niveau lecture jusqu'à mi-octobre au moins, donc en fait vraiment j'avais besoin de trucs qui m'accrochaient. J'ai lu donc Graveyard Shift de M.L. Rio qui a écrit le très acclamé If We Were Villains, que j'adore personnellement. Donc en fait quand j'ai vu qu'elle sortait quelque chose plus au moment d'Halloween, etc., au moment de l'automne, je disais ah, ok, très bien. Je veux pas vous en dire trop parce que c'est une centaine de pages, en fait c'est une novella, et ça va parler d'un groupe de personnes qui sont insomniaques. Et ils se retrouvent pour fumer sur le campus, sauf qu'il n'y a qu'un endroit où ils peuvent fumer, c'est dans une espèce de vieux cimetière d'une église désaffectée, vraiment plus personne n'y va. Sauf qu'un soir ils arrivent et il y a une tombe qui est creusée. Donc évidemment ils vont vouloir savoir pourquoi, comment, quoi, et ça va être un petit peu une sorte d'enquête, un petit peu de body horror vaguement. Voilà, ça fait pas ultra peur. C'est pas non plus la meilleure chose que j'ai lue cette année, très sincèrement. Je me suis dit bon bah M.L. Rio c'est un peu essayé à ça aurait mérité peut-être que d'être plus creusé, que ce soit beaucoup plus long, mais bah c'est pas le principe puisque j'imagine qu'elle voulait écrire une novella. Donc en tout cas c'était plutôt plaisant à lire et assez intriguant, et voilà. Et cette couverture les gars, couverture est incroyable. Ensuite j'ai lu la BD d'Or et d'Oreiller, du coup écrite de base par Flore Vesco. Je dormais chez une copine avant mon voyage à York et en fait elle me l'a prêté, elle m'a dit bah vas-y lis-le avant de dormir, et j'ai vraiment adoré. J'ai trouvé l'histoire était très chouette. On va suivre une jeune serviteur qui accompagne 3 jeunes femmes qui doivent rencontrer une espèce de comte un peu, enfin voilà, quelqu'un de très aristocratique, etc., qui cherche à se marier, et je crois que c'est de base dérivé de La Princesse au Petit Pois. Donc il les fait dormir chacune une nuit dans une chambre, et après le lendemain il leur demande comment elles ont dormi, etc. Et le twist c'est qu'évidemment la servante va aussi essayer de passer la nuit dans ce château et dans cette pièce, et ça m'a donné très envie de lire le livre de Flore Vesco parce que j'ai trouvé que la BD était très chouette, tant au niveau des graphismes que du coup au niveau du synopsis et du plot et tout ça, et de l'histoire. Donc très chouette, beaucoup aimé. On va donc pouvoir reparler de Rewitched de Lucy Jane Wood, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai lu pendant mon voyage à York et qui était très chouette. On va suivre, rappelle-moi comment tu t'appelles, Belladonna, mais bien sûr, qui est surnommée quoi? On va donc suivre Belle qui approche de son 30e anniversaire. C'est une sorcière mais elle utilise pas vraiment ses pouvoirs. Elle est là en mode bon bah je les utilise pour faire des trucs dans le quotidien mais très vite fait. Mais en fait elle vit avec une coloc qui n'a pas de pouvoir, à qui elle n'a jamais dit qu'elle avait des pouvoirs, etc. Donc elle est là en mode bah, de toute façon je vais pas utiliser ça à la maison. Donc elle les utilise vraiment avec parcimonie. Et en fait là pour elle reçoit une missive genre juste avant ses 30 ans lui disant bah du coup vous avez un examen parce qu'on vous a donné vos pouvoirs quand vous avez 15 ans. Maintenant eh bien il faut que vous nous prouviez que vous les avez quand même un minimum utilisés, sinon bah, on va vous les enlever tout simplement. Si vous les utilisez pas ou si vous les utilisez mal, et bah, ils vont partir quoi. Et elle était là genre quoi? Comment? Je ne savais pas. Donc elle se retrouve un peu en probation, elle a 1 mois pour essayer de s'améliorer en magie. Donc elle a un mentor trop mimes mais complètement un peu déluré, loufoque, etc. Elle a un gardien qui est très ténébreux, etc. avec le long manteau en cuir, ça nous rappelle vraiment Angèle dans Buffy, etc. Et voilà, il y a toujours des choses qui tournent autour de la lecture parce qu'elle travaille dans une librairie. Bon, ça va plus être une découverte d'elle-même, le fait de retrouver ses pouvoirs, c'est reprendre le contrôle sur sa vie, reprendre le contrôle sur la confiance en soi, etc. Des choses qu'elle avait abandonnées. Ce changement, mais c'est incroyable, ça c'est quand le soleil revient, d'accord? Ça c'est quand le soleil revient à Rennes, c'est fou. Cette luminosité est incroyable, elle va repartir dans 5 secondes. Donc c'était vraiment très chouette, j'ai beaucoup aimé le personnage de Belle, j'ai aimé tous les personnages en général. Je sais pas si j'étais totalement biaisée parce que du coup je suis Lucy Jane Wood qui a une chaîne YouTube où elle s'appelle Lucy Wood. Elle parle de lifestyle, elle parle de rénovation de maison, elle parle de mode, elle parle de livres, donc en fait enfin elle parle de plein de trucs, et voilà, c'était très chouette. Ça se passait à Londres. Du coup il y avait un peu une ambiance vaguement 90s parce que c'est un peu sa vibe, et je trouve qu'on l'a retrouvée quand même pas mal là-dedans. Et en plus, regardez-moi cette édition, c'est incroyable. Elle est vraiment magnifique et j'ai beaucoup aimé.
Si vous n'avez pas vu mes vlogs d'automne, déjà que faites-vous de votre vie? Voilà. Non, je plaisante. C'est juste que effectivement, je me suis un peu attelée à faire quelques vlogs en automne. J'en ai fait 3 qui étaient sur le mois de septembre et octobre, enfin tout début jusqu'à tout début novembre. Et j'ai beaucoup aimé. C'était un exercice différent de d'habitude. Des vlogs assez longs, des fois sur 15 jours, 3 semaines, donc plutôt chouette. Et du coup, je suis allée en Angleterre. Je suis allée à York et c'était vraiment un super voyage. J'ai beaucoup aimé et j'ai acheté pas mal de livres. Donc j'ai fait un petit book haul dans la vidéo sur le voyage à York. Et j'avais acheté Bewitched, mais j'ai aussi acheté Bride de Ellie Hazelwood et je savais que ça allait être ma cam. Voilà, j'ai vu des gens qui avaient détesté et en même temps je pense que c'est des gens qui de base n'aiment pas tant que ça les romances de Ellie Hazelwood. Oui, c'est over the top, oui il y a des trucs vraiment bons, des descriptions physiques, etc. Le mec qui est ultra grand, ultra dominant, etc. Voilà, il faut être un peu dans le truc. De base, son premier livre, c'était une fanfiction Reylo, donc Rey et Kylo Ren de Star Wars. Voilà, et du coup elle est un peu là ça changeait un peu parce que sinon toutes ces héroïnes et tous ces héros sont un peu sur le même modèle. Là ça changeait parce qu'il y avait notamment ce côté paranormal, puisqu'on va suivre Misery qui du coup est cette jeune femme qui est vampire. Elle vit avec les humains, elle est pas du tout avec son clan, en gros pour garder la paix. Ils échangent pendant 10 ans ils envoient un enfant vampire vivre avec les humains et un enfant humain vivre avec les vampires, et c'est des otages en fait, et si il se passe quelque chose diplomatiquement, bah en fait on tue les enfants. Bonne ambiance. Donc déjà elle a vécu 10 ans avec les humains, ensuite elle a continué, du coup elle a une meilleure amie qui au début du livre vient de disparaître et du coup elle la cherche, et c'est comme ça qu'elle accepte un mariage arrangé avec le chef du clan des loups-garous. Et donc c'est un mariage arrangé, mais évidemment romance, petit sentiment, un peu de steamy, un peu de spice, voilà, c'était trop sympathique. Je me suis dit vraiment, je me suis éclatée comme il y a 15 ans quand je lisais Twilight. Excusez-moi, parce que Twilight était un peu moins steamy, on va pas se mentir, mais j'étais là en mode angst, mariage arrangé. Vraiment, je crois que j'ai surligné des trucs, genre j'étais à fond quoi. Il y a un trope que j'aime beaucoup trop, c'est quand ils sont mariés, c'est un mariage arrangé mais ils prennent le truc très au sérieux, et genre là le gars est là en mode genre il y a quelqu'un qui essaye d'attaquer la meuf vampire parce qu'elle vit du coup maintenant avec les loups-garous, etc. après le mariage, tout ça, et du coup il y en a un qui est là genre ouais c'est un vampire et tout, et lui il est là tu vas t'excuser auprès de ma femme, et j'étais là genre apologize to my wife. Vraiment il est juste surligné, bref c'était un délire. Moi j'ai beaucoup aimé, oui, effectivement c'est du Ellie Hazelwood. C'est de la romance surnaturelle, ça faisait très longtemps que j'en avais pas lu, et en vrai je me suis éclatée. Voilà, le soleil est reparti à nouveau, hein, c'est pas plus mal puisqu'on va plonger dans un roman qui peut se lire en hiver je pense également, enfin en tout cas il fait que pleuvoir parce que ça se passe dans l'équivalent du Pays de Galles. Il s'agit de A Study in Drowning de Ava Reid. C'est un peu une sorte de lettre d'amour aux histoires, et il y a le côté très méta. J'ai l'impression que je me répète tout le temps dans mes vidéos, mais il y a le côté très méta d'une histoire dans une histoire qui fait que souvent c'est le truc qui me cueille et qui fait que il y a un petit truc en plus, qui me bouleverse et qui fait que le livre pour moi fonctionne. Alors on va suivre Effie qui a toujours cru dans les histoires, dans les contes, notamment en fait ce que ça ne précise pas, c'est parce qu'à un moment donné elle a été abandonnée au bord d'une rivière par sa mère quand elle était enfant, et qu'elle a vu ce putain de roi des fées là, etc., qui était horrible et qui était là en mode viens avec moi petit enfant, donc elle a raison en fait, elle a raison d'y croire parce qu'en fait elle l'a vu. Mais bref, donc on lui a toujours dit que ça ne s'était jamais passé. Elle prend des petites pilules pour essayer de calmer des crises de panique et ce genre de choses, et du coup elle rêvait de rentrer en école de littérature, et dans ce monde là c'est le top school. En fait en tant que femme tu ne peux pas rentrer en école de littérature parce que ton cerveau n'est pas assez développé pour ça. Donc évidemment, toi tu lis ça, tu te dis ok ça va pas le faire, je vais m'énerver. Donc elle rentre en école d'architecture, et là il y a le descendant de son auteur préféré qui vient de mourir, qui est vraiment un auteur national, qui va rentrer à l'équivalent du Panthéon, enfin voilà,
c'est un gros truc et en fait il y a eu un appel un peu à design pour refaire le manoir de cet auteur et de la maison familiale du coup, et son design est choisi et elle arrive sur place. C'est une espèce de grosse, quand même une grosse bicoque, c'est pas une bicoque, c'est une espèce de gros manoir mais vraiment, mais qui est en train de tomber en ruine le truc. Il y a de la pourriture partout, ça suinte, il y a de l'eau qui s'infiltre, enfin c'est un enfer. Il y a ce gars, ce descendant qui est très très bizarre. Il se passe beaucoup de choses qui ont un rapport avec le livre le plus connu de l'auteur, du coup le père du gars qui s'appelle Angarad, et qui est justement sur une espèce de conte des mille et une nuits où Angarad est dans cette espèce de relation bizarre avec le roi des fées, etc. Sur place, on a aussi un autre gars qui s'appelle Preston, et lui c'est un élève de littérature. Il est là pour collecter les lettres et les écrits qui ne sont pas officiels du coup de cet auteur. De base ils vont être un peu dans une espèce de rivalité. Au fur et à mesure ils vont se dire peut-être que dans cet endroit hyper chelou on devrait s'aider plutôt que de se tirer dans les pattes. Et bien sûr dans tout ça nous allons avoir une petite romance. Je sais pas pourquoi je fais ça à chaque fois que je parle de romance, mais ça me fait beaucoup rire. Donc on a beaucoup de choses. On a cette couverture aussi qui it's giving, you know, it's giving. J'ai screené une review Goodreads qui parlait de ce livre et j'étais là en mode valid points. C'est un peu genre un monde de fantasy basé sur le 20e siècle en Angleterre et Pays de Galles, et c'est vraiment très très influencé par la mythologie galloise, donc c'est incroyable. J'ai toujours voulu lire sur la mythologie galloise, donc let's go. C'est un peu un truc de Dark Academia, effectivement. Il y a ce côté où quand même ils étudient des choses, ils sont dans une espèce de manoir croulant et tout, et ils mettent un peu l'Academia au-dessus de tout. Ils ont des discussions sur le livre, comment ça, toi t'interprètes ça comme ça, mais c'est n'importe quoi, enfin bref, j'adore. Et l'autrice a notamment écrit I wrote this one for survivors, for the people who aren't believed, who don't have ownership over their own narrative, who tell themselves stories in order to cope. Et j'étais là en mode oui, c'est vrai, trigger warning, cette pauvre Effie, comme beaucoup de femmes et beaucoup de personnes en général, agression sexuelle, n'est-ce pas, hein, de toute façon je crois que les statistiques c'est une femme sur 3, donc en fait voilà, Effie y est passée malheureusement. Et on a donc du PTSD et on a une narration aussi autour de ça qui moi effectivement m'a beaucoup touchée. C'est une des raisons pour lesquelles, même si Effie m'énervait dans certaines de ses manières physiques, dans le sens où elle passait beaucoup de temps à rougir, elle était tout le temps au bord des larmes, elle était tout le temps en mode comme ça, donc tu te dis bon au bout d'un moment genre passe à autre chose. Mais il y avait des côtés qui quand même m'intéressaient, mais il y avait aussi, j'ai besoin d'en parler quand même, il y avait un côté où vraiment elle était ultra xénophobe au début avec ce gars, Preston Ellery, genre parce que lui il vient d'un pays avec lequel ils sont en guerre, qui s'appelle Argent, enfin bref, et genre elle est en mode pourquoi tu veux t'intéresser à notre auteur national, je suis sûre que tu veux faire des trucs pas nets, de toute façon t'es qu'une... Enfin, et j'étais là en mode wow, et genre j'ai l'impression qu'elle est jamais called out totalement de cette xénophobie assumée, et j'étais là genre... Donc le personnage principal n'est pas parfait, largement pas, mais j'ai trouvé que l'histoire était quand même assez envoûtante et je pense que ce sera dans mes favoris de cette année. Voilà, tout simplement. Et là, on arrive vers le moins bon, Alors, hier, j'ai fini, enfin, Halloween Party de Agatha Christie, et à chaque fois je vous montre cette couverture, c'est pour toi Salambo, mais regardez cette couverture incroyable, elle est si vintage, elle est trop belle. Voilà. Du coup on va sur Hercule Poirot, il y a eu un meurtre à une soirée d'Halloween pour les enfants. Des enfants a été retrouvé avec... noyés dans le chaudron où on met des pommes et on essaye de les attraper avec la bouche, etc. Truc un peu traditionnel d'Halloween. Donc voilà, et t'es là en mode, ah ouais, ok, ça commence bien. Du coup Hercule Poirot arrive sur place, on lui demande de venir enquêter, etc. Et c'est long, mais c'est long, alors que vraiment le truc est tout petit, hein. Enfin là après il est écrit tout petit aussi, vraiment c'était, voilà, c'était pas de la tarte, 188 pages de ça, mais en vrai, oh, j'ai galéré, c'était pas ouf quoi, et la révélation à la fin j'étais en mode, ok, j'ai l'impression vraiment que Hercule Poirot a passé plus de temps à se dire, ah ma moustache c'est incroyable, ah mes chaussures sont incroyables, j'étais là genre, frérot, enquête, un peu, genre SVP. Mais bon, bah
il avait pas l'air d'avoir très envie. Donc ça m'a un peu refroidi parce que les deux premiers que j'avais lus de Agatha Christie étaient plutôt chouettes. Évidemment j'ai lu And Then There Were None qui est juste le meilleur, il est incroyable. Ensuite j'ai lu Le Crime de l'Orient Express, bon, que j'ai trouvé ok, etc. Lui j'ai trouvé ok mais encore moins. Et j'étais là genre, ah, est-ce que c'est vraiment mon truc, est-ce que c'est pas mon truc? We'll see, l'avenir nous le dira. Et le dernier, le fameux, celui que j'essaye de lire depuis 3 mois, il s'agit du thé pour les fantômes de Chris Vuklicevic. Une quête intime où la poésie des contes infuse le réel. Ça c'était vraiment ce que j'avais envie d'avoir. À la place j'ai un truc qui me trigger de ouf sur des relations horribles, des relations ultra toxiques, familiales, et je suis là genre ah, j'ai pas envie de dire ça. Donc on va suivre Agony qui est sorcière, Félicité est passeuse de fantômes, depuis 30 ans elles ne se sont pas vues, il y a un élément qui va déclencher le fait qu'elles se retrouvent. Et là en fait l'élément vient d'arriver quoi, on est page 116, on a des passages sur leur enfance, on a des passages avec leur mère, on a des passages dans cette espèce de village un peu chelou. Et juste, en fait, voilà, Salomé du montage, il faudra que tu dises si tu as aimé ou pas finalement, mais là, waouh, les 116 premières pages, punaise, qu'est-ce que je galère. Et en fait, j'ai envie de quand même de le finir, quoi, mais 438 pages, oh là là. Bref, bon, il faut que je finisse ce livre avant le montage de cette vidéo. C'est vraiment, c'est mon goal dans la vie, là, à ce niveau. La plume est magnifique, hein, on va pas se mentir, enfin, de toute façon, j'avais lu Porcelaine sous les ruines au mois d'avril, que j'avais adoré. Là, franchement, le sujet, je pense, est un peu lourd pour moi, je sais pas. Donc on va voir comment ça se goupille. Mais vraiment je suis tellement déçue de ne pas l'aimer. Genre tout le monde aime ce livre, pourquoi pas moi? Salomé du montage qui vous parle. Du coup, j'ai effectivement fini du thé pour les fantômes, enfin. Et finalement, j'ai beaucoup plus apprécié ma lecture que ce que laissaient présager les 116 premières pages. J'ai fini par me prendre au jeu de cette espèce de jeu de piste pour retrouver le fantôme de leur mère. Ça nous a emmenés dans plein d'endroits. On a exploré, on va dire, un peu une sorte de mythe, de légende, quelque chose. Il y avait un aspect du coup fantastique, en plus du fait que bon, il y a une sorcière et une passeuse de fantômes, qui a fait que finalement ça m'a quand même pas mal plu. Le début a été un peu trop chaotique pour que je dise que j'ai eu un coup de cœur ou quoi que ce soit, mais effectivement, si j'avais commencé par ce livre avant de lire Porcelaine sous les ruines, j'aurais décidé de toute façon de continuer à suivre cette autrice parce que je trouve que voilà, son écriture était vraiment très belle, très poétique. Voilà. Malheureusement, ça n'a pas été un coup de cœur comme ça l'a été pour beaucoup de personnes, mais c'est pas très grave parce que j'ai quand même fini de le lire et je suis un peu plus apaisée dans, dans ma relation avec ce livre. On va pouvoir passer à la catégorie film vu. J'ai vu enfin Les Ensorceleuses, en anglais Practical Magic. Darling Daisy, qui est une des youtubeuses que je suis le plus religieusement limite, qui fait des vidéos vraiment hyper thématiques, saisonnales, etc. Saisonnières. Adore Practical Magic. Et vraiment je l'ai regardé et j'étais là. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi. Ça va dans tous les sens. Oui, il y a une esthétique, oui, il y a un truc, mais vraiment j'étais là en mode comment ça, mais le gars vient d'arriver 3 jours après, c'est l'amour de sa vie, ils vont se marier. Quoi? Vraiment, bon, l'ambiance est là quand même. Mais est-ce que je le reverrai un jour? Je sais pas. Pour info, c'est des sœurs qui sont élevées du coup par leur tante, qui sont sorcières. Il y en a une qui ne veut pas du tout être sorcière, l'autre qui s'est enfuie de la maison, etc. Et on va les retrouver quand elles ont la trentaine, on va dire. J'ai vu au cinéma Beetlejuice. Eh ben, je sais pas quoi en dire. Vraiment, c'était ok quoi. C'était ok tir, vraiment. Déjà je pense que Beetlejuice de base, le film de base était pas mon film préféré de toute façon de Tim Burton. Alors bon bah effectivement Beetlejuice, j'ai l'impression qu'on a repris les mêmes éléments, qu'on a shake le truc et qu'on les a remis. Je suis plus tant fan que ça de Tim Burton, donc en fait j'y suis allée, j'ai vu Jenna Ortega, j'ai fait oh trop bien Jenna Ortega, et puis bah en gros c'était un peu tout quoi. Bon c'était pas extraordinaire. Là où ça s'améliore un peu, c'est que j'ai vu du coup les autres, The Others, où il y a aussi dedans Nicole Kidman, qui est aussi dans Practical Magic. C'est Nicole Kidman jeune, Nicole Kidman années 2000. Et dans The Others, on va vraiment être dans une maison hantée. Pas des trucs qui font ultra peur, mais c'est vraiment assez intriguant, c'est assez
angoissant quand même. Il y a cette maison où les rideaux sont tout le temps tirés, des nouveaux serviteurs qui arrivent et qui essayent d'apprendre un peu ce que la maîtresse de maison souhaite. Il y a les enfants qui voient des choses, etc. Le père qui est parti à la guerre. Bon film d'ambiance, vraiment. Je l'ai regardé le soir d'Halloween, j'étais là en mode ouh, sympathique, très bien. En série, vue pour le Pumpkin Autumn Challenge, eh bien j'ai regardé je crois les saisons 9 et 10 de Criminal Minds, de Esprit criminel. Je suis un peu passée hors de cette phase, on va pas se mentir, je pense que là je vais avoir du mal à reprendre, ça fait genre 3 semaines que j'ai pas regardé. Et j'aimerais bien quand même regarder les saisons où il y a encore Hutch et le original cast, on va dire, majoritairement. Voilà, et je pense que je m'arrêterai peut-être à la saison 11 ou 12. Mais bon, bref, j'ai regardé 10 saisons en 3 mois, maintenant c'est un peu passé. J'ai regardé Heartstopper saison 3, j'ai beaucoup aimé cette saison 3. Voilà, j'ai trouvé qu'il y avait des trucs où j'étais là genre ah c'est vrai, oui c'est vrai que je me sentais comme ça à ce moment là, ah c'est vrai. Voilà, c'est typiquement la série un peu doudou mais qui commence quand même à aborder Enfin, elle abordait déjà genre le harcèlement en première saison, etc. Là on est vraiment à fond dans dépression, TCA, transphobie et perso, enfin j'ai trouvé que c'était bien quand même que ces thèmes là ressortent un peu plus. Ce qui a fait quand même que cette saison là était un peu moins doudou que peut-être les 2 premières. Mais je l'ai plutôt apprécié. Mon gros coup de cœur de ce Pumpkin Autumn Challenge de cet automne, c'est Rings of Power. Je sais, il y a des gens qui vont pas du tout être d'accord, il y a des gens qui vont détester, il y a des gens qui vont être là mais Tolkien se retourne dans sa tombe, etc. Écoutez, moi je prends ça comme une adaptation, il y a plein de trucs qui ne vont pas, il y a des trucs scénaristiques, moi ce qui me gêne c'est quand les trucs scénaristiques ne vont pas, voilà. Il y a des problèmes là entre l'épisode 7 et l'épisode 8 de la saison 2, j'étais là attends on a loupé des trucs ou quoi, enfin ça n'a aucun sens, lui il était censé être mort, il est plus mort, enfin quoi, comment ça, mais on l'a vu mourir, mais non, bah apparemment il était pas mort, et moi je oh, non, c'est bon là. Mais effectivement, je suis tombée dans le truc, voilà, je suis à fond. Galadriel, Sauron, Elrond, Durin, etc. J'étais vraiment. Je suis une fangirl en fait. Donc moi tu me montres. Le marteau de Fëanor et ce genre de choses, je suis genre ah c'est ça, c'est trop bien, c'est cet objet que... Bref, donc moi ça fonctionne très bien pour moi, c'est pas la meilleure série de tous les temps, moi je l'ai beaucoup apprécié, ça m'a vraiment donné envie à nouveau de me plonger dans Tolkien en fait, et je pense que ça c'est cool si ça peut donner envie à des gens qui de base peut-être n'avaient vu que les films ou j'en sais rien, ou qui tombent sur Rings of Power, de continuer à découvrir le monde de Tolkien. Bah franchement let's go. Oui, bien sûr, plein de facilités scénaristiques, plein de petits couacs où j'étais là en mode mais attends comment ils vont se sortir de ce truc. Pour l'instant, j'aime bien l'adaptation, pour l'instant je continuerai à regarder. On peut en discuter dans les commentaires si vous le souhaitez. Et la dernière chose dont je voulais vous parler, c'était le jeu auquel j'adore jouer, c'est un de mes jeux préférés, c'est peut-être mon jeu préféré, je ne sais pas. Il s'agit de Betrayal at the House on the Hill. Il y a 2 phases dans la partie. La première phase c'est la phase d'exploration, vous jouez un groupe d'explorateurs qui explorent une maison hantée, et en fait vous construisez le plateau, c'est jamais le même selon les parties, parce qu'en fait si vous décidez d'aller à gauche, vous trouvez une pièce que peut-être vous n'allez pas trouver, enfin que la partie d'avant vous avez trouvé à la 50e au 50e essai, etc. Bref, et dans la pièce vous avez des événements, vous avez des objets, vous avez des présages aussi, et en fait le présage ça amène la hantise. Et quand vous faites des jets de dés contre cette hantise, et en fait au bout d'un moment il faut avoir un score de plus en plus élevé au fur et à mesure qu'on a des présages, et quand le score se met en dessous, la deuxième partie commence du jeu, c'est-à-dire que un des personnages va devenir un traître et va essayer de buter les autres et de les hanter, etc. Et c'est jamais la même partie, parce qu'en fait selon le personnage qui a déclenché la hantise dans la pièce, etc. En fait je crois qu'il y a entre une cinquantaine de scénarios différents, et je pense qu'avec mes potes on n'est jamais retombé sur le même scénario. Donc c'est un super jeu, l'ambiance est ouf. Souvent nous on fait lumière tamisée, on met la playlist parce qu'il y a une playlist d'1 heure sur YouTube, Betrayal at the House on the Hill OST, et c'est juste trop chouette, ça fait vraiment un truc hyper glauque, très spooky et tout, et c'est juste trop bien, c'est mon jeu préféré. Pourquoi? On se le demande. C'est tout ce que j'ai lu, vu, fait pendant l'automne, pendant le Pumpkin Autumn Challenge. Dites-moi dans les commentaires si vous avez lu certains de ces livres, si certains vous tentent, qu'est-ce que vous en avez pensé.
échangeons en commentaire s'il vous plaît. Et dites-moi aussi quelle a été votre meilleure lecture du Pumpkin Autumn Challenge, comme ça peut-être que l'année prochaine je l'ajouterai dans ma palle. Voilà, en attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et ciao.